Bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e épisode de The Game Test qui est censé arriver beaucoup plus vite que prévu, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va parler de l'une des plus grandes licences du monde, Pokémon. Comptant parmi les plus lucratives franchises du monde, la franchise Pokémon existe depuis 1996. Jeux vidéo, mais aussi dessins animés, peluches, cartes à jouer, livres, jouets, ce truc là. Depuis la Pokémania, la franchise est partout et son effet est si puissant que même un jeu au graphisme honteux passera presque tout seul. Mais tout ça a bien commencé quelque part. Et là, j'ai aucun moyen un petit peu créatif de transitionner vers la partie où je vous déblatère mon script dans la vidéo, donc... Oh, je sais. J'ai une idée. Là, c'est tout. Ça va aller. Commençons là où tout a commencé, Satoshi Tajiri. Né le 28 août 1965 à Mashida dans la préfecture de Kanagawa, au beau milieu du Japon rural, atteint du syndrome d'Asperger, Satoshi Tajiri développe dès son plus jeune âge une passion pour la collecte d'insectes. Voilà, à côté de ça, il y en a certains qui déboursent des centaines dans des figurines pop. Et je ne regrette rien! Il documente toutes les espèces qu'il récupère, ce qui lui vaut le surnom de Dr Bug par les autres enfants. Bug signifiant insecte en anglais. Malheureusement, les années 70 débarquent et le monde japonais s'urbanise très vite à cette époque. Satoshi est alors forcé de déménager avec sa famille et d'abandonner sa passion des insectes, dont l'habitat naturel est détruit par l'industrialisation de la région. Satoshi se découvre alors une nouvelle passion, les jeux vidéo. Et plus exactement, les bornes d'arcade. Sa fascination pour les jeux vidéo l'amène à sécher les cours pour aller dans des salles d'arcade, ce qui portera ses parents à croire qu'il est en réalité un délinquant. Non, toi tu n'es rien du tout. Toi tu sais ce que t'es un délinquant. Regarde-moi quand je te parle, non. Tu es un délinquant. Sa passion ira si loin que le propriétaire de l'arcade où il se rendait lui fera le plus grand des cadeaux, sa propre borne de Space Invaders. En parallèle, il ouvrira sa Family Computer, l'équivalent de notre NES grise, pour en comprendre le fonctionnement et développer son premier jeu qui lui vaudra de gagner un concours sponsorisé par nul autre que Sega. Il y en a qui commencent bien la vie, putain. Inspiré par la difficulté qu'il a eu à comprendre les mécanismes de certains jeux vidéo, à trouver certains easter eggs, il sera alors décidé à lancer son propre fanzine. Un fanzine, c'est un magazine qui n'est pas distribué par une grande chaîne. Le nom du fanzine ? Game Freak. Son premier journal sera lu par un petit tas de personnes, mais il arrivera dans les mains d'un autre jeune homme, Ken Sugimori. Artiste, mangaka et illustrateur en général, Ken rencontrera Satoshi qui deviendra l'illustrateur officiel du magazine Game Freak, qui commence à prendre en ampleur, à mesure que les numéros s'enchaînent. Sauf que de son côté, Satoshi est frustré. D'après lui, les jeux du moment ne sont plus assez bien pour la plupart. Et il commence alors à vouloir faire son propre vrai jeu. Devinez quoi? Nous sommes alors en 1989, l'année à laquelle débarque la Game Boy. Ayant étudié le pack de programmation de la Famicom, appelé Family Basic, Tajiri et Sugimori transformeront ainsi Game Freak en société de création de jeux, dont leur premier jeu sera Quincy, distribué par Namco. Pendant ce temps, Satoshi travaillera en freelance pour le Famicom Isobon, un journal de critique de jeux vidéo. Mais en réalité, il ne pensait qu'à une chose. Le câble Link de la Game Boy permettrait de faire des échanges de collectibles comme les petites bébêtes de sa jeunesse. Le jeu Quincy, aussi appelé Menden Palace, ne sera pas un très grand succès, mais il aura quand même réussi à mettre Satoshi dans le viseur de Nintendo qui leur confieront alors un jeu Mario et Wario et un jeu Yoshi. Grand fan de Ultraman, Tajiri reprendra une idée venant de Ultra 7, où de grands monstres sont contenus dans de petites capsules. Il imagine alors un jeu qui fonctionnerait un peu pareil, et où on capturait des petits monstres qu'il nomme alors Capsule Monster. Et il se fait recaler à la sortie par Nintendo. C'est pas ce que j'avais prévu à la base. Le pitch il est bien au moins? Mais heureusement,
Satoshi aura trouvé de l'aide auprès d'une grande figure de chez Nintendo. Satoshi aura le support de Shigeru Miyamoto lui-même. Par la suite, Satoshi et Ken, avec l'appui de Miyamoto, déposent un dossier chez Nintendo contenant les premiers concepts du jeu. L'ambition de Game Freak décide Nintendo à les lancer pour produire le jeu. Production qui prendra 6 ans. Même moi, je prends pas autant de temps dans ma désillusion, putain. D'ailleurs, j'ai envie qu'on s'y plonge un peu. J'ai ici une copie du dossier et on va feuilleter un petit peu les pages ensemble. Outre le long pitch que j'ai absolument la flemme de lire, mais dans les premières pages, on retrouve des croquis de la région de Kanto, des esquisses de à quoi ressemblera le monde in-game, des mock-ups des combats et captures de petits monstres, des designs préliminaires de ces derniers, et des personnages humains. On y retrouve aussi les premières Pokéballs, des dessins de vie dans les villes avec l'utilisation des Pokémon, et même une grande tour qui servira plus tard à designer la fameuse tour de l'avant-ville. Game Freak se retrouve au total avec 10 employés pour développer le jeu. Tu m'étonnes que ça a pris 6 ans. Sauf que, sans rentrer d'argent, la société a même du mal à payer ses fameux employés, malgré quelques travaux pour Nintendo sur le côté. Ils trouveront finalement de l'aide auprès d'une entreprise nommée Creatures Inc., qui, en échange de larges financements, obtiendront un tiers des droits de la licence. Les 2 autres tiers seront détenus par Game Freak et Nintendo. J'ai d'ailleurs que l'architecture du jeu est faite sur SM83, le processeur de la GameCube, avec un assemblage de différents langages de codage. Si vous voulez les instructions pour coder avec le SM83, ça ressemble à ça. Les informaticiens ils sont tellement puissants que pour coder leur jeu, ils arrivent à créer des nouveaux éléments sur le tableau périodique. Le jeu était à la base assez proche des RPG traditionnels. D'ailleurs, permettez-moi juste de le renommer Pocket Monster. Voilà, on va éviter le procès à cause des droits d'auteur ainsi. Le sprite originel du joueur possédait même un fouet et un dessin représentait des Pokémon en cage comme les animaux. Il a été décidé d'enlever le fameux fouet et de représenter les Pokémon plus comme des amis, des personnages, que comme de simples animaux. Durant sa création, de nombreux petits détails seront rajoutés. Le jeu sera plus enfantin, on y ajoute des badges pour les arènes, des niveaux pour les Pokémon, des types pour ces derniers sont apparus au milieu du développement, et d'ailleurs Pikachu a été créé pour justifier un type électrique dans le jeu. Les types furent inventés pour diversifier la manière de gagner un combat, autre que de simplement avoir le Pokémon le plus puissant. Mais l'une des plus grosses questions qui furent soulevées durant la construction du jeu est combien on fourre de ces petites créatures dans notre jeu. A l'époque, il était prévu d'intégrer jusqu'à 200 Pokémon. Ceci est confirmé par l'index du jeu qui avait prévu 190 entrées au total. Sauf que on vous l'a déjà expliqué dans une ancienne vidéo, mais ce chiffre pose problème. Cela faisait donc techniquement 256 Pokémon hypothétiques que le jeu peut stocker dans son index. Sauf qu'au départ, il sera décidé de n'en faire que 190, allant donc de l'index 1 à l'index 190, ce qui est déjà beaucoup. Le souci commence déjà à se créer car à ce moment-là, il reste des trous non utilisés, comme le chiffre 0 par exemple, et bien évidemment les chiffres 192 à 256. Plus tard dans le développement, les index 201 à 247 seront choisis pour stocker les différents dresseurs et combattants dresseurs répartis dans tout le jeu. On se retrouve alors avec ce tableau qui est concrètement ce que j'ai trouvé sur Wikipédia. Sauf que déjà, il reste des trous non comblés dans la console. 190, ça remplit pas les 256 Pokémon. Et autre problème, la cartouche n'avait clairement pas l'espace suffisant pour y intégrer les 190 Pokémon qui avaient été décidés d'intégrer au jeu. Il sera donc finalement décidé de n'en intégrer que 150 et de créer du coup Missing No pour remplir les caractères restants. Et vers la fin du développement, un 151ème sera ajouté, cette petite chose, Mew. Donc au final, on aura 151 Pokémon. 150 qu'on connaît, et un 151ème, Mew, qui deviendra une grosse figure marketing, que tout le monde essaiera de l'avoir, et donc achètera un jeu Pokémon pour le trouver. L'histoire du jeu passe d'ailleurs d'un RPG plutôt classique, à un jeu où un enfant doit aller chasser des Pokémon. Ken Sugimori travaillera avec Atsuko Nishida sur le design des Pokémon. C'est d'ailleurs cette dernière qui inventera ceux de Pikachu, Salamèche, Bulbizarre et Carapuce. Concernant les musiques, elles seront confiées à Shunichi Masuda, qui a déjà travaillé avec Satoshi depuis ses premiers jeux. Il composera une bande sonore très gentille, douce et pleine d'aventures.
Prévu à la base pour une sortie en 1995, ce qui est prouvé par le copyright du jeu daté à cette année-là, le jeu sortira finalement après 6 ans de dur labeur, notamment à cause de la manière de développer un jeu sur Game Boy, au Japon le 27 février 1996 avec 2 versions, Pocket Monster Red Edition et Pocket Monster Green Edition. Et le succès sera colossal. Et oui, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que j'ai autant ravancé ce deuxième épisode en un seul mois de février, qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de cette émission. Eh ben c'est tout con. Pokémon, c'est le 27 février que c'est sorti. Le jeu sera vendu en 2 versions, avec chacune quelques différences. La plus notable était les Pokémon que vous rencontrerez dans les 2 versions. Cela a été mis en place afin de pousser les joueurs à s'échanger les Pokémon grâce justement au câble Link de la Game Boy. Un succès commercial immense au Japon, puisqu'en octobre 1996, quelques mois à peine après le lancement des jeux, les cartes Pokémon seront lancées, et elles sont suivies en décembre de la version bleue de Pokémon, une version améliorée des jeux de base. La licence aura aussi connu ses premiers mangas, très connus pour leur humour assez trash, la licence ne sachant pas à l'époque sur quel pied elle allait encore danser. La franchise explose et le dessin animé Pokémon mettra en place la ligne éditoriale finale de la licence, à sa sortie en 1997, au mois d'avril au Japon. Un an plus tard, en avril 98, est fondée Pokémon Center Company Ltd, qui deviendra plus tard The Pokémon Company. Et le premier Pokémon Center ouvre ses portes le même mois au Japon, à Tokyo. Les 2 premiers films sortent au Japon en juillet 1998. Mewtwo Strike Back et Pikachu Vacation. Concernant l'arrivée internationale, il faudra attendre la diffusion le 7 septembre 1998 du dessin animé avec le slogan Gotta Catch 'em All, en français traduit Attrapez-les tous, et la sortie des versions occidentales des premiers jeux le 28 septembre, Pokémon Bleu et Pokémon Rouge, des couleurs que l'on retrouve dans le drapeau américain, avec une version qui sortira un peu plus tard, nommée Pokémon Yellow Edition, une version améliorée et qui met en vedette Pikachu. Un nouveau Pokémon Center ouvre en novembre 1998 à Osaka. Les cartes sont lancées dans le monde dès janvier 1999 et en novembre 1999, Pokémon Silver et Pokémon Gold débarquent, surfant sur l'écrasant succès de la franchise, avec le film arrivant au même moment aux USA. Au final, grâce à l'aide de Miyamoto, le papa de Mario, et aussi de bon nombre de ses grands amis, Satoshi aura créé un précédent. Il y a eu un avant Pokémon et il y aura un après Pokémon. D'ailleurs, il y a déjà eu un après Pokémon, Digimon et toutes ces conneries là. Donc au final, merci à Miyamoto d'avoir aidé Satoshi parce que tu as créé avec lui une des plus grandes licences de l'histoire du jeu vidéo. Sur ce, merci à la communauté, merci de me suivre et bien évidemment, joyeux Noël. Joyeux Noël. Sur ce, merci à la communauté Pokémon de me suivre. On se retrouve en fin de mois de mars pour le 6e épisode de The Game Tales, je l'espère. Et en attendant, joyeux anniversaire Pokémon.